Les chronographes sont donc un cas un peu particulier dans la collection de montres. La raison pour laquelle je dis ça, c'est en partie parce qu'on les voit partout. Ils représentent un élément majeur de la philosophie de design de nombreuses marques différentes. Mais malgré cela, je pense qu'on sous-estime la complexité de la fabrication des chronographes. J'ai entendu de plusieurs horlogers que, mis à part peut-être les mécanismes à sonnerie, les mouvements de chronographe comptent parmi les plus difficiles à fabriquer. Mais étant donné l'omniprésence du design du chronographe, il y a des marques qui vont se précipiter pour essayer de le faire fonctionner malgré la difficulté de produire un chronographe manufacture ou même simplement de proposer un chronographe à un prix plus abordable. Donc dans cette vidéo, nous allons examiner certains des meilleurs chronographes à différents niveaux de prix, tous les niveaux de prix jusqu'à 1000 $. La raison pour laquelle je voulais fixer la limite à ce seuil de 1000 $, c'est qu'à partir du moment où l'on dépasse les 5 chiffres, les choses deviennent un peu plus audacieuses et moins utiles au quotidien. Et puis, on voit aussi des présentations de haute horlogerie lorsque l'on commence à atteindre les 20, 30, 40 ou 50 000 $, ce qui est une proposition totalement différente. Et je pense que pour la plupart des gens, je dirais 95% des personnes, cela devrait suffire. Donc, nous avons divisé cela en 3 catégories distinctes. Nous avons la catégorie à moins de 1000 $, à moins de 5000 $, puis à moins de 10 000 $. Donc, c'est assez simple, 3 parties différentes, et nous aurons plusieurs montres différentes incluses dans chacune de ces parties. Et les gars, avant qu'on se lance dans cette vidéo, je voudrais juste vous faire une petite demande. Si vous voulez apparaître dans une vidéo avec moi, dans notre vidéo sur les vrais collectionneurs, nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Nous avons donc un lien ci-dessous. Veuillez remplir le formulaire si vous exercez l'une des professions qui s'affichent actuellement à l'écran. Je devais faire cette annonce parce que je pense qu'il y a un sentiment que certaines personnes peuvent avoir en regardant ces vidéos en se disant « Ah, Teddy Baldassar ne veut pas entendre parler de moi, il ne veut peut-être pas présenter ma collection ». Le but de cette série est de mettre en avant des personnes exerçant des métiers auxquels tout le monde peut s'identifier. C'est ce que je voulais en la créant. J'aimerais donc avoir de vos nouvelles. En plus de cela, au-delà de la possibilité de présenter votre collection, ce serait un voyage tous frais payés pour venir nous rendre visite à Cleveland. Nous pourrions organiser une expérience privée en boutique. Vous pourriez rencontrer certains membres de l'équipe et bien sûr apparaître dans une vidéo avec moi. Donc, si vous voulez pouvoir participer, je sais que cela prend beaucoup de place dans votre emploi du temps de venir, de tourner une vidéo et de faire tout cela. Je peux prendre en charge vos frais de déplacement. Ce serait donc un voyage tous frais payés. Nous souhaitons avoir de vos nouvelles. Si vous avez d'autres professions à l'écran, merci de remplir ce formulaire. Nous resterons en contact et nous voulons en faire plus. Ce sont parmi mes vidéos préférées de la chaîne. Nous passons maintenant à la catégorie des moins de 1000 $, et celle-ci va être divisée en gros en 2 parties différentes. On pourrait dire 3 parties différentes, mais si vous regardez les types de mouvements, il s'agira de mouvements à quartz. Et puis, il y a un mouvement mécanique un peu à part qui sera représenté ici. Si je devais recommander quelque chose à la plupart des gens avec un budget sous 1000 $, et c'est là que l'idée de la complexité de la production d'un chronographe entre en jeu, un chronographe à quartz sera meilleur qu'un chronographe mécanique à ce niveau de prix. Si vous pensez au coût, à l'entretien, à l'épaisseur du boîtier, si vous voulez des dimensions plus traditionnelles au poignet, tout cela jouera en faveur du quartz qui sera le leader dans ce domaine. Mais il existe quelques exceptions et des inconvénients à discuter si vous souhaitez suivre cette voie. Donc, tout d'abord, nous allons regarder ce qui est probablement le chronographe le plus vendu à moins de 1000 $. Il porte également un nom qui est historiquement important pour les chronographes, en particulier les chronographes automatiques, même si celui-ci en particulier n'est pas un chronographe automatique. Ici, nous avons le Seiko Prospect Speed Timer, le SSC 961. Vous connaissez probablement le modèle qui vient tout juste d'être arrêté. C'était le SSC 813, désormais indisponible. Ce modèle le remplace et beaucoup d'éléments restent identiques. Vous avez un diamètre de 39 mm, une épaisseur de 13,3 mm, une dimension de corne à corne de 45,5 mm et une résistance à l'eau de 100 mètres. À l'intérieur, pour assurer l'affichage de l'heure, on trouve le mouvement Seiko V192. Il s'agit d'un mouvement à quartz solaire avec un verre saphir au-dessus. Vous retrouvez cette couleur coquille d'œuf discrète avec une touche d'argenté. Cela suggère un aspect un peu plus vieilli par rapport à la Whitsun 13 et cela donne un style plus vintage comparé au blanc plus éclatant de la Whitsun 13. Certaines personnes pourraient ne pas apprécier cela autant que d'autres, cela dépend de vos préférences à ce niveau-là.
Le nouveau cadran présente également une finition sablée qui ajoute de la texture et du relief, et la couleur de la matière luminescente offre une teinte légèrement plus vieillie. Maintenant, les sous-cadrans sont, selon moi, là où il y a une nette amélioration par rapport à la Whitsun 13, ils sont un peu plus opaques et masquent mieux les cellules photovoltaïques en dessous. Si vous regardiez la 813 sur certaines photos, peut-être sous un certain angle au niveau des sous-cadrans, vous pouviez commencer à distinguer certains éléments montrant qu'il s'agit d'une montre à énergie solaire sous ces angles. Ce n'est pas aussi clair avec ces nouveaux modèles. Celle-ci propose une réserve de marche de 6 mois quand elle est entièrement chargée avec le calibre V192. L'indicateur de réserve de marche type jauge à essence dans le sous-cadran à 6 heures est une fonctionnalité très sympa. Et vous avez aussi deux autres couleurs de cadran proposées dans cette collection, l'une avec un cadran rose saumon et l'autre avec ce vert menthe, avec une autre caractéristique notable, une lunette en acier. Donc, en continuant dans un genre similaire et aussi avec un chronographe historique très important, si vous regardez dans le passé, il s'agit du Bulova Lunar Pilot. Différentes tailles de boîtiers sont disponibles ici. Je conseille généralement le Lunar Pilot 43 le plus adapté pour la plupart. Vous avez une épaisseur de 13,2 mm, une longueur corne à corne assez longue de 51 mm, mais elle se porte plus petite que la taille de boîtier proposée de 43,5 mm. L'étanchéité est de 50 mètres, mais le véritable atout reste le mouvement interne. Il s'agit d'un calibre quartz haute fréquence, le NP20 avec un verre saphir sur le dessus et plusieurs couleurs de cadran au choix. Ceci fait donc partie de l'histoire de Bulova dans ce genre de ce que nous appellerons la montre lunaire. Donc, pour référence historique, il s'agit d'une pièce qui a été portée par l'astronaute David Scott. Et si vous regardez en dollars, vous allez voir des chronographes, 1000 $. Donc, vous devrez acheter un chronographe, vous verrez que nous allons regarder les plus populaires en dollars. Vous verrez que ça va être 100 $. Pour regarder les plus populaires, 1000 $, dollars, être dollars, chronographe dollars, et cela inclut même les frais d'acheteur. C'était la mission Apollo 15 au début des années 1970. Heureusement, aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de dépenser autant pour en obtenir une. Je souhaite évoquer les mouvements à quartz haute précision MP20. Celui-ci va donc avoir un oscillateur à quartz à 3 branches et il va vibrer à 8 fois la fréquence d'un oscillateur à quartz traditionnel, soit 262 000 Hz. Grâce à cette fréquence d'oscillation plus élevée, on gagne en stabilité et en précision. Imaginez une précision 8 fois supérieure à celle des mouvements à quartz classiques. En 2023, le Lunar Pilot a été mis à jour avec une taille de boîtier passant à 43,5 mm. Plusieurs options sont disponibles et quelques pièces en édition limitée ont aussi été dévoilées. Mais pour les options traditionnelles, vous pouvez choisir la version avec cadran noir qui sera la plus fidèle possible à l'original pour les versions modernes. Et puis, il y a aussi la version bleu et blanc qui est également très sympa avec cette texture granuleuse sur le cadran. Et enfin, une dernière montre dans la catégorie quartz va être d'un style différent. Donc, on voit ces chronographes historiques plus orientés sport. Ici, on opte pour une approche davantage axée sur le design. Ceci est la Junghans Form C, donc c'est une montre qui se vend à moins de 1000 $. Vous avez un diamètre de 40 mm, une épaisseur de 10,5 mm et une longueur corne à corne assez compacte de 45 mm. La silhouette des montres Junghans est généralement davantage axée sur le cadran que sur les cornes, le cadran occupant une plus grande part du profil. Étanchéité de 50 mètres et mouvement à quartz suisse Ronda. Donc, marque allemande Junghans, vous connaissez mon avis. Ils sont en partie responsables du fait que je me sois intéressé à la haute horlogerie, car j'ai d'abord été séduit par le design. Et ces montres sont très appréciées pour leur esthétique minimaliste, ancrée dans l'influence du Bauhaus. Maintenant, la Form C va représenter un changement par rapport à des modèles comme le design Max Bill. C'est donc une alternative animée par un mouvement à quartz aux modèles mécaniques plus chers des gammes Max Bill et Meister, avec un design épuré et la précision allemande. Maintenant, le boîtier de 40 mm va aussi être relativement fin. Avec ses 10,5 mm et son cadran concave donnant une grande présence et profondeur, la montre semble plus grande qu'elle ne l'est. Mais cela vous permet aussi de vraiment apprécier tous ces éléments visuels qui, selon moi, font ressortir ces montres. Donc, vous avez cet élément concave du cadran. Vous avez les chiffres nets, une police moderne pour faciliter la lecture, puis des marquages carrés indiquant l'heure sur la piste extérieure protégée par un verre saphir. Pensez à cette montre comme étant davantage destinée à ceux qui recherchent un chronographe de type habillé, qui sera plus facile à porter et pourra glisser sous une manche de chemise élégante. Et puis, on retrouve également ce design allemand plus minimaliste que tant de personnes apprécient. Cela fait aussi partie de notre culture avec le Bauhaus et de nombreux éléments actuels du design industriel.
Maintenant, je voudrais rapidement parler du concept de micro-marque, puis également du mouvement Seagull qui va être proposé. Donc, je veux simplement parler de Seagull en général parce qu'il y aura des gens qui diront qu'il faut l'inclure. C'est le meilleur chronographe mécanique à moins de 1000 $ et je ne vais pas contester cela. La seule chose que je voudrais préciser, c'est qu'avec la 1963 qui est la forme traditionnelle, on est à moins de 500 $ pour le prix de détail de cette montre. 38 mm, vous avez cet héritage militaire derrière cette pièce et vous obtenez un mouvement de chronographe à roue à colonne et embrayage horizontal qui sera entièrement visible lorsque vous ferez tourner cette montre. Et c'est un mouvement très joli, même pour un prix qui serait 5 fois supérieur à celui-ci, voire 10 fois plus cher que cette montre. Il a vraiment fière allure. Maintenant, le défi, c'est que tout le concept des chronographes, réputés compliqués à produire, joue contre vous dans cette gamme de prix, car ce calibre coûtera plus cher à entretenir que la montre elle-même. Donc, sachez bien à quoi vous vous engagez ici. Si cela ne vous effraie pas et que vous cherchez juste un chronographe mécanique à ce prix, cette montre a un certain charme. La Seagull 1963 est le chronographe d'héritage militaire vers lequel vous pouvez vous tourner. Un autre modèle avec quelques particularités et un design amusant qui est devenu un grand favori parmi la communauté des collectionneurs, c'est Studio Underdog. C'est une entreprise britannique qui a vraiment réussi à toucher une corde sensible chez les collectionneurs du monde entier. Je connais des collectionneurs qui sont de véritables pointures quand il s'agit de rassembler les plus grandes marques de haute horlogerie de l'industrie. Je sais que beaucoup en possèdent et apprécient encore des modèles Studio Underdog dans leur collection. Donc je pense que tu as vu cette vidéo que j'ai faite où je parlais de ce qui est, à ma connaissance, la plus grande collection de montres aux États-Unis. D'autres pourraient rivaliser, mais d'après ce que j'ai vu, c'est la meilleure. Et dans sa collection, parmi tous ces indépendants, parmi toutes ces différentes marques qui sont au sommet de ce que l'industrie peut offrir, ce collectionneur possède aussi plusieurs Studio Underdog. En discutant avec cette personne, il adore ce que fait la marque. Enfin, une micro-marque que je citerai en mention honorable est Brew avec leur design metric. Donc, Brew, vous connaissez mon lien avec cette marque si vous suivez cette chaîne depuis un moment. Je parle probablement de cette marque depuis 2017, 2018. J'ai d'abord pris contact avec Jonathan Ferrer, le fondateur de cette entreprise, en 2018 et nous nous sommes rencontrés pour une petite interview. Je ne sais même pas s'il avait un bureau à l'époque. Je ne pense pas qu'il en avait un. Donc, on a juste fait une interview dans un parc à New York et c'était assez drôle parce qu'on débutait tous les deux dans le monde de l'horlogerie. Je veux dire, il concevait ses différentes montres et juste l'année dernière, on a fait une co-création ensemble. J'adore vraiment ce qu'il a réussi à créer avec ses silhouettes de boîtiers intéressantes des années 1970 et simplement les proportions, les lignes. C'est très original par rapport aux autres marques dans cette gamme de prix. Des mouvements solides qui vont, tu sais, généralement très bien fonctionner. Je veux dire, Seiko VK68, donc tu as un mouvement Mecha Quartz, ce qui permet d'obtenir cette belle trotteuse fluide au passage, ce qui est un thème commun qu'on a vu jusqu'à présent dans des modèles comme la Speed Timer et la Bulova Lunar Pilot que j'ai oublié de mentionner. C'est un aspect notable de ces montres et c'est pourquoi elles peuvent avoir un certain charme. C'est pareil ici, mais avec l'un des designers les plus cool de cette gamme qui casse le statu quo des collectionneurs et montre qu'en élargissant tes horizons, tu peux découvrir de nouvelles choses. Je pense qu'il a su évoluer dans cet univers de façon exceptionnelle. Un super gars et une excellente marque. Très bien, maintenant on passe à la tranche des 1000 $, donc tout ce qui est au-dessus de 1000 $ jusqu'à 5000 $. Et si vous regardez uniquement les montres et les chronographes, de manière générale, vous allez voir ces segments où différents mouvements vont être proposés. Donc, on a vu le Seagull, on a vu le Quartz. Maintenant, le prochain saut va se faire vers les calibres basés sur Valjoux et aussi sur Sellita. Et c'est ce que vous allez principalement retrouver ici jusqu'à cette limite de 5000 $. Il y a quelques marques qui vont utiliser des arrangements et une architecture de type ETA général, mais en y apportant leur propre touche et vous verrez aussi cela dans cette gamme de prix. Il faut examiner l'architecture du mouvement et son fonctionnement. Certains peuvent se demander pourquoi 5000 $ et pourquoi si peu d'options à ce prix. C'est pourquoi les chronographes, plus que les montres à 3 aiguilles, vont dicter le prix d'une montre en fonction des mouvements disponibles. Les fournisseurs tiers proposent moins de mouvements de chronographe que de mouvements à 3 aiguilles. Pour commencer, nous allons nous pencher sur SIN et voici la SIN 356 SA Pilot. Donc, une pièce qui va se vendre juste en dessous de 4000 $ sur bracelet avec un diamètre de boîtier de 38 mm et demi. Vous avez également plusieurs types de verres parmi lesquels vous pouvez choisir ici, ce qui va modifier la présentation optique de la montre. Ce n'est certainement pas la montre la plus fine, ce qui est un autre aspect à considérer lorsque l'on parle des calibres à l'intérieur. Donc, 15,5 mm d'épaisseur.
Beaucoup de mouvements SW500 ainsi que le Valjoux 7750 et d'autres du même type vont approcher les 8 mm d'épaisseur rien que pour le mouvement. Donc, pensez à l'emboîtage, à l'empilement de toutes les aiguilles, car il faut aussi plus d'espace dans le boîtier pour passer au-dessus des éléments du cadran. Cela va forcément donner un boîtier plus épais. Pour ceux qui se demandent pourquoi ils n'ont pas de chronographe fin, cela dépend surtout des mouvements disponibles. 46 mm de corne à corne, étanchéité 100 mètres Montreal. Quand on évoque les marques allemandes, j'ai toujours cité Zen, reconnue pour sa crédibilité, ses innovations et son excellent rapport qualité-prix. Elle a été fondée en 1961 à Francfort par l'ancien pilote militaire Helmut Zinn. La marque se concentre sur des montres-outils robustes pour pilotes, plongeurs et ceux exigeant beaucoup de leur équipement. Le chronographe 356 adopte désormais le design Flieger avec des dimensions plus réduites. Un boîtier de 38,5 mm reste un diamètre assez unique pour un chronographe, peu importe le prix. Vous bénéficiez toujours de 100 mètres d'étanchéité et il est animé par le mouvement automatique SW 500, une alternative au vénérable Valjoux 7750. Vous avez plusieurs versions du 356 disponibles, y compris des modèles à 2 et 3 compteurs, ainsi qu'un certain nombre de coloris, et en plus, vous pouvez choisir entre différents bracelets et options de bracelets en métal. Nous avons déjà parlé du Speed Timer dans sa version à quartz solaire. Qu'en est-il maintenant de la version mécanique? C'est là que nous trouvons la Seiko Prospex SRQ 047. Nous n'en avons pas parlé au début, mais le nom Speed Timer est l'un des plus importants en horlogerie pour avoir été parmi les premiers chronographes automatiques en 1969. Il était aux côtés de modèles comme le Zenith El Primero, ainsi que des créations de marques qui collaboraient en Suisse, comme Heuer, Breitling, Hamilton et d'autres qui tentaient de produire un chronographe automatique. Il y a beaucoup de débats pour savoir qui a été le premier. On ne peut pas déterminer avec certitude qui a été le premier, mais toutes ces marques ont joué un rôle clé dans l'avènement des chronographes automatiques. Maintenant, ce modèle est doté d'un boîtier de 42 mm, d'une épaisseur de 14,6 mm et d'une longueur corne à corne de 49,5 mm, ce qui lui confère un aspect sportif. Il s'agit d'un modèle de la série Prospex. Après tout, il offre une étanchéité de 100 mètres et le mouvement à l'intérieur est un calibre maison 8R48 avec un verre saphir. C'est un chronographe à roue à colonne avec un cadran Panda qui rend hommage à la référence 613888020. Il s'agissait d'un speed timer lancé précisément en 1972. Maintenant, bien qu'elle dégage assurément un style classique, il s'agit d'une montre résolument moderne avec une présence imposante de 42 mm. Et quand on parle d'obtenir un chronographe mécanique du Japon, il n'y en a pas autant qu'on pourrait le penser, mais je dirais que Seiko représente probablement le mieux cela d'un point de vue général de l'horlogerie et en offrant la plus grande variété. Celle-ci est une belle montre qui occupe une place assez unique dans cette fourchette de 2000 à 3000 $. Donc, nous avons parlé de chronographes historiquement importants. Nous en avons un autre ici. Ceci est la Hamilton American Classic Intramatic Chronograph Ash. Je me souviens quand cette montre est sortie, ou du moins quand la réédition de cette montre est sortie. Je suis en fait allé à Lancaster, j'y ai tourné une vidéo en extérieur sur le site d'origine où Hamilton produisait certaines de ses montres, ou du moins, il produisait des montres aux États-Unis jusqu'à la fin des années 60 et ont progressivement transféré la production en Suisse après cela. Donc, c'est une montre qui a un diamètre de 40 mm et une épaisseur de 14,35 mm, longueur corne à corne de 49 mm, mais cette montre se porte comme une vraie 40 voire 40 et demi au poignet. Vous bénéficiez d'une étanchéité de 100 mètres et le mouvement à l'intérieur est le H51. Donc, c'est un calibre dérivé de Valjoux qui fait le travail ici avec un verre saphir sur le dessus. Ceci vise surtout les amateurs de design classique du milieu du siècle et de la Hamilton American Classic Intramatic Chronograph Ash. Beaucoup de mots, mais elle offre beaucoup pour moins de 2005 cents. Maintenant, elle partage son ADN avec la Chronomatic originale, donc le tout premier chronographe automatique de Hamilton sorti en 1969. J'ai mentionné cette date et je continuerai à y faire référence au fur et à mesure que nous avancerons dans cette liste. À l'époque, Hamilton collaborait avec Heuer, Breitling et Hamilton Buren, donnant naissance au calibre 11. Cela peut paraître vintage, mais rassurez-vous, c'est une montre très moderne. Vous bénéficiez d'une étanchéité de 100 mètres et certaines nouvelles configurations de cadran sont fantastiques. Donc, la Chrono H existe en version Panda, Panda inversé, et puis vous avez ces cadrans bleu, vert et marron avec cet effet fumé qui ont été lancés un peu plus tôt cette année. Je les adore vraiment. Ce sont des montres vraiment remarquables. Je crois que nous avons un test dans notre émission de critique où nous examinons ces modèles de plus près. Ce sont vraiment des pièces superbes. Et si vous n'avez pas encore vu ce test, nous mettrons le lien dans la description ci-dessous. Donc maintenant, c'est un de mes coups de cœur personnels. Je trouve que cette pièce est cool. Elle a une histoire méconnue derrière elle. Il s'agit de la Hanhart 417 ES.
Donc, ce modèle en particulier est la version Panda Flyback avec un diamètre de 39 mm, une épaisseur de 13,4 mm et une longueur corne à corne de 45,6 mm offrant une étanchéité de 100 mètres et le mouvement à l'intérieur est un calibre Sellita. Il s'agit du AMT 5100M. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une entreprise suisse-allemande réputée pour ses chronomètres. Elle était même l'un des plus grands producteurs de chronomètres, surtout au début du 20e siècle, et fabrique encore aujourd'hui des chronomètres mécaniques. Ils sont aussi connus pour leurs chronographes de pilotes militaires, illustrés ici par le 417 ES. C'est l'un de leurs chronographes les plus remarquables de l'après-guerre, lancé en 1954. Donc, ES, cela fait référence au boîtier en acier inoxydable, ce qui le distingue des boîtiers chromés des modèles moins chers de l'époque. La lunette à bord cannelée façon pièce de monnaie est bidirectionnelle, ce que l'on ne soupçonnerait pas forcément au premier regard sur cette pièce, mais c'est un petit détail vraiment sympa. L'index rouge devient un élément de design emblématique, facilitant aussi l'alignement avec certaines mesures de temps. C'était aussi l'une des montres préférées de Steve McQueen, car la rumeur dit qu'il en a acheté une comme montre personnelle lorsqu'il était en Allemagne. Le calibre manuel Sellita AMT 5100M propose désormais une fonction flyback à roue à colonne suisse, une caractéristique très intéressante pour son prix. De plus, avec un diamètre de 39 mm et comme vous l'avez vu avec beaucoup de montres de cette liste jusqu'à présent, il est assez difficile de trouver quelque chose en dessous de 40 mm avec ces calibres. Elle offre une étanchéité de 100 mètres et une capacité antimagnétique jusqu'à 16 000 ampères par mètre. À titre de référence, la norme ISO 764 exige 4800 ampères par mètre. Donc, une nette amélioration en comparaison, vous obtenez une belle configuration de cadran Panda très lisible et du Super Luminova suisse. Ainsi, l'une des montres les plus importantes de ces 5 dernières années est la PRX. Donc, lorsque vous ajoutez un chronographe dans l'équation, cela va donner une belle combinaison. Voici donc le chronographe PRX, l'un des chronographes suisses les plus accessibles d'une marque grand public, car il est vendu à un peu plus de 2000 $. Avec la fonction chronographe, le boîtier est un peu plus grand que celui du PRX traditionnel de 40 mm. Ici, nous avons 42 mm et une épaisseur de 14,8 mm qui se ressentira au poignet à peu près comme ce chiffre le laisse penser. Ce ne sera pas la montre la plus fine, surtout vu la façon dont ce design intégré se porte au poignet. L'étanchéité reste à 100 mètres et vous obtenez un calibre dérivé du Valjoux 7753. Donc, quand cette montre est sortie, c'était complètement fou parce que la folie PRX était à son apogée. Et quand cette montre est arrivée, elle a immédiatement attiré l'attention de l'industrie. Depuis, il y a eu plusieurs itérations de design différentes qui se sont appuyées sur cette plateforme. La PRX est encore une fois l'une des montres suisses majeures de ces 5 dernières années dans sa gamme de prix, voire plus, et elle a suscité l'intérêt de nombreux amateurs pour l'horlogerie mécanique. Maintenant, le calibre A05H31 est une version modifiée du Valjoux 7753. Le mouvement intégré, désormais doté de 60 heures de réserve de marche, est visible à travers le fond de boîte transparent et son rotor ajouré. La variante de cadran panda blanc et bleu est particulièrement saisissante avec sa finition brossée verticale et la finition enveloppante du boîtier propre à toute la gamme PRX. Vous savez probablement comment ça se passe, c'est très bien fait pour le prix. Elle aura une finition proche des modèles d'entrée de gamme, peut-être moins innovante, mais bien réalisée, témoignant de la qualité générale. Présentation qui accompagne plus largement la PRX. Donc, une marque qui est probablement la leader en termes de variété dans cette gamme de prix pour les chronographes, c'est Longines. Ils ont beaucoup de montres parmi lesquelles choisir. Je vais aussi citer en mention honorable le chronographe Conquest ainsi que l'Avigation Big Eye. J'ai eu du mal à choisir une seule montre de cette marque pour cette catégorie, alors j'opte pour la Longines Master Collection Chrono Moon Phase. Longines a peut-être changé le nom, ou c'est moi qui me trompe, mais la façon dont je l'ai toujours appelé rend vraiment hommage à cette montre, car la nommer simplement Master Collection Chrono Moon Phase, c'est trop réducteur. C'est l'une des montres bracelets mécaniques les plus compliquées à ce prix, à 4150 $ sur bracelet, avec plusieurs tailles de boîtier au choix. Je recommande généralement d'opter pour le modèle de 40 mm pour profiter d'un porté un peu plus traditionnel qui sont présents dans les autres aspects de ce design. Les complications comprennent désormais les heures, minutes, petites secondes et un indicateur 24 heures. Vous avez une date à aiguille centrale demi-lune, phase de lune à 6 heures, aiguille centrale chrono 60 secondes, compteur 12 heures à 6 heures, compteur 30 minutes avec jour et mois à 12 heures. Vous voyez où je veux en venir? Ce modèle est peut-être un peu sous-estimé avec ce nom. Je veux dire, c'est vraiment une montre très riche en fonctionnalités avec toutes les complications qui sont présentées ici. Ce qui permet tout cela sur le cadran, c'est le mouvement automatique Longines L687.5.
C'est un mouvement qui est basé sur l'architecture Valjoux 7751. Une chose à souligner pour Longines, c'est qu'ils utilisent des pièces ETA, donc ils ont l'avantage d'avoir accès à ces composants et pièces de mouvement. Mais le principal avantage, c'est qu'ils ont beaucoup d'éléments propriétaires et l'accès à ces pièces de mouvement. Et au-delà de ça, ils assemblent tous ces mouvements à Saint-Imier. Ce n'est pas un mouvement complet qu'ils reçoivent. Ils reçoivent les pièces et les assemblent via le processus T1 à T3. Enfin, je cite la Jungens Max Bill Chronoscope dans cette catégorie. J'ai parlé de cette montre de nombreuses fois au fil des années, principalement parce que c'est le premier chronographe que j'ai réellement possédé. C'était celle-là. Cette montre a tout déclenché, même pour les chronographes, et je l'aime toujours autant. Elle reste probablement la montre pour laquelle j'ai reçu le plus de compliments quand j'ai commencé à m'intéresser aux montres, même de la part de personnes qui ne savaient pas que j'aimais ça, juste en la voyant à mon poignet. C'est la montre qui a reçu le plus de compliments parmi toutes celles que j'ai portées. Je ne possède pas de montre pour cette raison, mais c'est intéressant d'en parler car cela montre ce qui attire les personnes non passionnées par ce hobby. Je pense que cette montre se distingue surtout par son positionnement, son design et sa présentation du point de vue du design industriel. Lorsqu'on regarde des montres, on pense au cadran, mais il faut aussi considérer l'ensemble. Et puis, quand on pense à l'histoire plus large de Max Bill et à sa connexion avec Jungan, au fait qu'il a créé une horloge murale de cuisine qui a ensuite été adaptée en montre-bracelet, on retrouve ces éléments ici. Maintenant, ceci n'est pas directement un design de Max Bill dans le monde des chronographes. Donc, le chronoscope n'a pas été conçu par Max Bill, mais les éléments qui ont été utilisés dans le chronoscope sur la Max Bill. L'ADN faisait vraiment partie de la signature de Max Bill. Ce modèle propose un boîtier de 40 mm, une dimension que je n'ai pas encore vue ailleurs dans l'industrie. Il fait 42,1 mm de corne à corne, c'est essentiellement un cercle. Vous avez ces petites excroissances pour les cornes sur le côté du boîtier. Ça ne ressemble à rien d'autre. C'est fou une fois au poignet, on dirait presque une horloge murale au poignet. Et il y a d'autres particularités, comme le fait que vous n'avez pas de trotteuse en fonctionnement, sauf si vous faites réellement fonctionner le chronographe. La plupart du temps, elle reste en position de repos, sauf si vous voulez chronométrer. Ça ne me dérange pas, mais c'est une bizarrerie de cette montre. Vous avez un calibre au bon rapport qualité-prix qui fait le travail, mais pour moi, c'est la montre qui a tout commencé. Ce chronographe m'a poussé à m'intéresser plus largement à l'horlogerie. Je l'ai d'ailleurs documenté dans plusieurs vidéos au fil des ans. Et je possède cette montre depuis longtemps, elle était dans la première vidéo de cette chaîne. Nous passons maintenant à la tranche de prix des 10 000 $, ou du moins jusqu'à 10 000 $, donc de 5 000 à 10 000 $. Vous abordez désormais les marques de luxe traditionnelles auxquelles on pense souvent pour s'offrir un chronographe. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la Black Bay Chrono de Tudor. Il s'agit donc d'une montre qui se vend aux alentours de 7 000 $ selon le bracelet et la configuration que vous choisissez. 41 mm de diamètre de boîtier, 14,2 mm d'épaisseur et une longueur corne à corne de 49,8 mm. Ceci fait partie de la gamme Black Bay, donc vous bénéficiez de 200 mètres d'étanchéité et du calibre MT 5813 à l'intérieur. Ce mouvement est dérivé du Breitling B01. Donc, cette montre a été présentée pour la première fois en 2017 puis revue en 2021. Elle a connu de grandes améliorations, principalement en termes de confort au poignet et de design. Je trouve ces montres vraiment belles. Elles ont quelques points de connexion subtils, évidemment avec la Daytona, mais on connaît le lien entre ces deux marques. Cependant, elles conservent cet ADN Black Bay qui est sans doute l'élément le plus mis en avant dans ce design. C'est l'un des plus beaux chronographes de sa catégorie. La mise à jour offre un boîtier plus fin pour un meilleur confort. Donc, en réduisant l'épaisseur de plus d'un demi-millimètre, on conserve tout de même une étanchéité de 200 mètres. C'est aussi le moyen le moins cher d'accéder à l'architecture B01 de Breitling. Donc, il y a un échange de technologie entre Breitling et Tudor. Tudor a remplacé le calibre MT de la Pelagos 42 MMA pour l'utiliser dans la Super Ocean de Breitling, mais ils ne l'utilisent plus car ils ont désormais le B31S. Breitling a offert à Tudor la possibilité d'utiliser le mouvement chronographe B01 présenté dans les Black Bay Chronos. Vous obtenez un embrayage vertical, un mouvement avec une réserve de marche de 70 heures, également certifié COSC. Donc certifié chronomètre, et vous avez aussi vu différentes configurations et cadrans. Donc, les plus célèbres seront les cadrans noirs et blancs. Vous avez ces styles Panda et Panda inversés, mais ensuite vous avez des couleurs folles avec les variantes bleu flamand et rose Miami. Ces couleurs spécifiques, plus vives, feront partie de la collection Daring de Tudor. Et les modèles standards sont maintenant proposés avec des bracelets à 3 ou 5 maillons.
On continue, nous avons une montre que je porte actuellement au poignet et je vais dire laquelle, selon moi, occupe probablement la meilleure position, c'est la Speedmaster Moonwatch Professional. Il existe plusieurs modèles différents de Moonwatch Professional dans la famille Speedmaster, mais je pense que la version Hisalit, la classique Hisalit, est probablement celle qu'il faut choisir. Si vous réfléchissez à ce qui représente le mieux la marque, et qui sera aussi une porte d'entrée plus accessible dans la famille Speedmaster. Donc, pour moins de 8 000 $, un boîtier classique de 42 mm aux proportions faciles à porter. Elle va se porter comme une 40 au poignet grâce à ses 47 mm de corne à corne, 50 mètres de résistance à l'eau et le calibre manuel à l'intérieur, le 3860 et 1. J'ai des vidéos complètes où je parle des différences entre les versions Hisalit et Sapphire Sandwich, du cadran blanc aussi, et également de la foisse qui peut aussi être incluse ici. Cependant, la foie ne fait pas partie de la famille Moonwatch, la série professionnelle, donc elle appartient plutôt à la collection Héritage, mais elle est souvent comparée entre les deux. J'ai choisi la Hisalit car c'est la Speedmaster classique. Le verre acrylique Hisalit est l'un des aspects qui en ont fait la montre portée par les astronautes de la NASA. C'est une caractéristique esthétique de design que j'aime personnellement. Ces montres sont incroyables en photo. Elles sont superbes dans tous les environnements. J'aime le charme et l'aspect chaleureux du verre. J'aime même quand je raye un peu ce verre. Je ne l'ai jamais vraiment poli parce que je trouve qu'il y a une part d'histoire là-dedans. Mais c'est probablement le meilleur chronographe à moins de 1000 $. Quand on parle d'icône, c'est un incontournable dans la communauté des collectionneurs de montres et une montre aussi importante pour Omega que n'importe quelle autre et vraiment pour le design des chronographes en général. Donc, juste à côté de celle de Tudor, quand on parle du mouvement B01, quelle est la montre Breitling la mieux placée qui utilise le B01? Et pour cela, il faut regarder la série Breitling Top Time. Donc, une variété de Top Time différentes sont maintenant disponibles avec beaucoup de liens avec le monde de l'automobile. Vous pouvez opter pour la Mustang, la Corvette, la série Deus, qui va offrir une approche différente. Mais avoir le calibre B01 à l'intérieur pour moins de 1000 $ chez Breitling en fait une offre très bien placée. Elles ont un diamètre légèrement inférieur à d'autres chronographes du marché. 41 mm, 13,3 mm d'épaisseur avec un mouvement chronographe automatique. Toutes les fonctionnalités et options évoquées avec le calibre B01 sont ici présentées. C'est un chronographe qui a vraiment changé la donne pour Breitling lorsqu'il a été introduit à la fin des années 2000 et qui fait maintenant partie de la collection depuis plus de 15 ans. La Top Time a marqué la culture populaire avec des variantes comme les versions Zorro, dotées d'un cadran graphique évoquant un masque autour des sous-cadrans. La Top Time est même apparue au cinéma portée par James Bond dans Opération Tonnerre avec un compteur Geiger fictif. Aujourd'hui, la Top Time Chrono existe en plusieurs modèles à 2 ou 3 compteurs, la plupart étant des éditions collaboratives. Vous avez des coloris vifs, pas de date, et des sous-cadrans distinctifs à mi-chemin entre le carré et le rond qui sont la signature visuelle de la gamme Top Time. Avec le B01, vous obtenez un chronographe à roue à colonne certifié KEOESC. Il est équipé d'un système d'embrayage vertical et dispose d'une réserve de marche de 70 heures. Donc, les Big Pilot, Mark XX et Ingenieur DWC attirent la majeure partie de l'attention, mais la Pilot's Watch Chronograph en 41 mm est un superbe chronographe à roue à colonne manufacturée qui passe assez inaperçu. Le modèle a été mis à jour en 2021 avec un boîtier plus fin de 14,5 mm, offrant plus de confort pour les poignets moyens à large. Son cadran est extrêmement lisible et son style rappelle les instruments de cockpit. Et il est mis en valeur par la trotteuse rouge vif. Le calibre à l'intérieur est le 69385. Il assure une action franche des poussoirs sans saut de trotteuse et utilise un remontage bidirectionnel à cliquet pour un transfert d'énergie plus efficace. Vous avez une étanchéité de 100 mètres, ce qui améliore les 60 mètres des générations précédentes. Le bracelet à 5 maillons se distingue par son réglage instantané via un bouton poussoir caché dans le logo de la boucle et son système de changement rapide qui rend les changements de bracelet très faciles. La Pilot's Watch Chronograph également, si vous souhaitez regarder différents matériaux de boîtier, vous aurez ces options à disposition. Donc si vous pensez que l'acier inoxydable n'est pas fait pour vous. Vous pouvez choisir des modèles en bronze ou en céramique, ce qui influencera prix et positionnement, mais ils resteront attractifs et fiables, souvent sous-estimés dans les discussions sur les chronographes de cette gamme. Quel est le meilleur mouvement chronographe automatique jamais conçu? On pourrait défendre plusieurs mouvements différents, mais si je devais en choisir un et vraiment le défendre, ce serait le Zenith El Primero. De nombreuses versions du Zenith El Primero existent, mais en considérant son histoire, sa légende et son mouvement à 5 Hz, c'est une pièce remarquable. Parmi les premiers chronographes automatiques jamais produits, et il a également été fourni à d'autres marques, y compris la Rolex Daytona.
Je pense qu'il réunit tout ce que j'imaginerais pour essayer d'être au sommet dans ce domaine. Et puis, en plus de tout cela, c'est un mouvement incroyablement complexe, magnifiquement construit et qui se présente aussi dans des boîtiers qui, pour un chronographe automatique, sont assez fins et très agréables à porter. Donc ici, nous allons examiner une montre qui se situe juste autour des 10 000 $, du moins au moment où cette vidéo est enregistrée. Il s'agit de la Zenith Chronomaster Revival Shadow. L'un de mes modèles préférés, c'est le boîtier A384, donc j'aime la A386 et la A384, mais si je devais choisir une montre A384 à ajouter à ma collection, j'y ai réfléchi plusieurs fois, ce serait celle-ci. Donc vous avez un diamètre de 37 mm avec une longueur corne à corne de 47 mm et une épaisseur de 12,7 mm, donc pour un chronographe automatique, c'est incroyable. Et c'est l'un des meilleurs aspects de la Zenith El Primero dont on ne parle pas assez. C'est une montre qui ne se porte pas haut sur le poignet, 50 mètres d'étanchéité et vous bénéficiez du calibre automatique El Primero. C'est le 4061, donc pas la dernière génération. Ce modèle n'aura pas l'aiguille de chronographe du calibre 3600 qui tourne rapidement autour du cadran pour mesurer le dixième de seconde, mais le mouvement offre tout de même 10 alternances par seconde. Il dispose aussi d'une roue d'échappement et d'un levier en silicium offrant une meilleure résistance magnétique ainsi qu'un calibre soigné comprenant plus de 300 composants. Donc, c'est une approche complètement différente pour la série Zenith Chronomaster. Et la Shadow apporte une interprétation postmoderne en titane de la vénérable A384 sans boîtier classique. Ironiquement, cette montre, bien qu'elle paraisse très futuriste, est en fait basée sur un prototype obscur de Zenith datant de 1970 qui n'a jamais été produit. Le boîtier en titane n'est pas vraiment noir, sa couleur vient de sa finition microbillée, non d'un revêtement. Le cadran équilibre habilement plusieurs nuances de gris, faisant l'impasse sur le chemin de fer des minutes et supprimant la fenêtre de date à 4h30 pour une meilleure symétrie. Alors, la dernière marque qui doit absolument figurer sur cette liste, c'est TAG Heuer. Il y a deux montres qui incarnent parfaitement les chronographes de cette gamme de prix et elles viennent de cette marque. Vous avez la Monaco et la Carrera. Cela dépend de vos préférences personnelles en termes de prix, de positionnement et probablement de confort au poignet. La Carrera aura sans doute un avantage pour un usage quotidien. Selon mes préférences personnelles et mon expérience de port, j'irai probablement vers la Carrera, mais la Monaco est l'icône de la marque. Je dirais que c'est le symbole le plus emblématique de cette marque. Donc, il vous suffit de mettre ces deux idées en balance. Mais pour prendre une décision et ne pas rester indécis, je vais choisir la TAG Heuer Carrera Chronograph Glass Box. Cette montre, dès sa présentation, a tout de suite capté mon attention et a transformé ma vision de la collection Carrera moderne. Vous avez un diamètre de 39 mm, une épaisseur de 14 mm, une longueur corne à corne de 45,7 mm, une étanchéité de 100 mètres et tout ce qu'il faut à l'intérieur. Le mouvement automatique TAG Heuer, le TH2000, je ne pense pas qu'il y ait une autre marque qui ait un lien aussi profond avec le sport automobile. Je veux dire, on pourrait hésiter entre quelques marques, mais je pense que Heuer, le Heuer classique, est au sommet de ce que représentent les chronographes de course. La Carrera incarne parfaitement ses idées avec ses cadrans épurés et directs, ses élégantes cornes facettées et ses performances prêtes pour la course. Peu de montres possèdent un héritage aussi authentique que la Carrera. Elle a été lancée par Jack Heuer en 1963 et son nom a été inspiré par la célèbre et souvent mortelle course Carrera Panamericana. La collection Carrera comprend aujourd'hui plus de 100 références, mais la star reste la remarquable Carrera Glass Box. Aujourd'hui, elle s'inspire des modèles vintage très recherchés de Heuer et l'édition moderne de 39 mm se distingue par ce verre saphir Glass Box unique qui présente un dôme proéminent s'étendant au-dessus du cadran. Disponible en plusieurs coloris, deux de mes préférés sont le bleu soleillé éclatant et la superbe version Panda argentée, toutes deux dotées de cette échelle tachymétrique sous verre, de compteur azuré et d'un guichet date à 6 heures. Les cornes fortement facettées, emblématiques de la Carrera, sont là avec des poussoirs type pompe et un bracelet confortable à grains de riz au style vintage. Le calibre à l'intérieur, le TH2000 fonctionne à 4 Hz et offre une réserve de marche prolongée de 80 heures. Voilà les gars, un aperçu de certains des meilleurs chronographes à chaque niveau de prix jusqu'à 10 000 $. C'est beaucoup à parcourir, donc j'espère que vous avez apprécié de le faire avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, ça me fait vraiment plaisir. Si vous pouviez choisir un chronographe jusqu'à 10 000 $ pour vous-même, lequel ce serait? Je ne sais pas lequel je prendrais.
J'en possède personnellement quelques-uns dans cette liste, donc c'est difficile pour moi de choisir, mais laissez un commentaire ci-dessous pour dire lequel vous choisiriez si vous ne pouviez en prendre qu'un seul. Si une montre manque à cette liste et que vous souhaitez l'ajouter, expliquez pourquoi. Si vous voulez participer à une vidéo de la série des collectionneurs, remplissez ce formulaire. Nous vous en serions reconnaissants, ce serait d'une grande aide pour nous. Et j'adorerais pouvoir rencontrer l'un d'entre vous dans tous ces différents métiers. C'est une série que j'aime vraiment faire. Je veux en faire encore plus. Si cela vous intéresse, nous serions ravis de vous accueillir sur la chaîne, de faire une vidéo à Cleveland avec vol et hôtel pris en charge. Vous rencontrerez l'équipe et moi-même. Nous placerons cela en haut de la description. Merci encore de regarder. Prenez soin de vous et à très bientôt.